Bonsoir à tous. Bienvenue à tous ici donc au Musée des Beaux-Arts de Nancy dans le cadre du livre sur la place pour une rencontre autour, vous allez voir, d'une thématique encore une fois qui est chère et ô combien chère aux auteurs ici présents. Un thème qui se résume, j'allais dire, à un lieu, un espace, un pays et sa culture, à savoir le Chili, un territoire qui est à la fois éloigné de nous, mais pas tant que ça, comme vous allez vous en apercevoir avec nos invités, à savoir Désiré et Alain Frappier. Bonsoir. Alors, vous avez signé, entre autres, ce magnifique roman graphique, Le Temps des Humbles, Chili 1970-1973, aux éditions Steinkiss. Et de l'autre côté, à ma droite, Miguel Bonnefoy. Bonsoir Miguel. Bonsoir. Le marathon de Nancy se passe bien ? Merveilleusement. 4e rencontre, c'est ça de la journée ? Mais là, je ne fais que commencer. D'accord, voilà, très bien. Héritage aux éditions Rivage. Comme c'est le cas souvent au Musée des Beaux-Arts, on n'hésite pas à faire se croiser des gens différents, des domaines différents, car insistons bien sur le nom de ce festival, le livre sur la place. Le livre, ce n'est pas seulement le roman, c'est pas seulement l'essai, ce n'est pas seulement la jeunesse, c'est pas seulement la BD, c'est tout ça réuni. Et donc voilà, je dois dire que c'est une très bonne idée de la part des organisateurs, ils ne m'écoutent pas, tant mieux, que d'avoir fait se rencontrer à la fois des auteurs d'une bande dessinée, d'un roman graphique et un romancier. Avant qu'on présente véritablement vos livres, juste pour placer le débat, quel est votre lien, j'allais dire biographique, avec le Chili ? Tous les deux, tout d'abord. Alors nous, c'est une rencontre, en fait. 2 rencontres même, parce qu'il y a une rencontre pour un premier livre qu'on a fait sur le Chili, et qui s'arrêtait à l'arrivée d'Allende après les élections. Et on a fait un 2e tome qui est sur l'unité populaire, c'est-à-dire quand Allende est président. Et c'est une 2e rencontre. En fait, nous, nos livres sont toujours des rencontres. Je trouve qu'on est un peu des passeurs d'histoire, en fait. Il y a beaucoup de gens qui portent je pense que tout le monde dans sa vie porte une histoire avec lui. Et des fois, il y en a qui s'arrêtent devant nous et qui disent « on aimerait bien que vous nous le racontiez » et on la raconte. Et j'aime bien ça. Ouais. Alain ? Je peux dire qu'on a rencontré par hasard un Chilien à un réveillon. Et du coup, on a échangé avec lui et le premier tome est sorti de ça. Sinon, on n'aurait jamais eu l'idée de faire un ouvrage sur le Chili. Et le 2e a été continué avec la rencontre qu'on nous a trouvée, en fait, la Soledad, qui avait 15 ans en 70. Mais il faut dire quand même qu'en France, on a un lien avec le Chili de base. D'abord parce que nous, à notre adolescence, on a vu arriver les Chiliens. On a appris le drame qui s'était passé au Chili. Allende, dans notre famille, on en parlait beaucoup. Donc on avait une affinité. C'est pas pour rien que ce Chilien, on en parlait avec lui non plus. C'est parce que j'avais déjà lu beaucoup de livres sur le Chili, et Alain aussi, et il était avec nous. Mais j'aime bien le titre « Chili, si loin, si proche », parce que c'est vrai. Miguel, quant à vous ? Oui, et mon lien au Chili est du côté du père, c'est-à-dire mon père est chilien, mais Désiré et Alain le connaissent. Oui. Comment vous avez rencontré exactement mon père, en fait ? Oui, c'est ça. Moi, j'étais ravie d'être avec Miguel ce soir, parce qu'il y a même une case où il y a la rencontre avec ton père, parce qu'en fait, le livre va être édité le premier tome a été édité au Chili, et celui-là va être édité par les éditions L'Homme, où travaille ton père. Voilà. Et du coup, on a été accueillis avec eux, et en fait, ton père, il est très important, même s'il n'a qu'une case dans l'histoire, c'est parce qu'on s'est demandé à un moment si on était légitime en tant que Français pour parler du Chili. Et il nous a dit, justement, vous êtes légitime parce que si on est chilien et qu'on parle du Chili, on dit oui, mais lui, il parle de ça parce que son père est là-dedans. Alors que vous êtes neutre quelque part parce que vous venez d'un autre pays. Et il nous a offert cette légitimité-là. Oui, c'était super. Quel homme extraordinaire. C'est vrai. Oui. Alors, votre père, justement, qui est-il ? Enfin, Miguel. Oui, ça, vous l'évoquez. Michel Bonnefoy, mais du coup, même avant de parler d'El Padre, et c'est intéressant de pouvoir parler des maisons d'édition L'Homme et de Paolo Slachevski et de Silvia Aguilera, qui sont en effet les éditeurs au Chili. L'Homme est une des plus belles maisons d'édition chiliennes. L'Homme veut dire soleil en langue mapuche. Et lui, c'est fondé par Paolo Slachevski, qui est fils de Don Jorge Slachevski, qui sont des familles juives qui sont parties d'Ukraine fin 19e en fuyant les pogroms. Et il y avait un monsieur qui s'appelait le baron de Hirsch, un millionnaire qui avait décidé de créer des communautés juives en Argentine, la communauté de Mauricio et la colonia Carlos Casares.
Et Slachevski a tout simplement fait partie de ce flux des Juifs qui sont arrivés en Argentine, se sont installés et ont recréé des petits shelts, enfin des sortes comme ça de petits kibbutz dans la Pampa argentine. Il y a exactamente, bravo. Et il y a un très beau livre, en effet, qui s'appelle Los Gauchos Juifs, dans lequel il raconte justement cette histoire d'un homme qui s'appelle Alberto Gershnoff. Ouais. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Voilà. Bon, quoi qu'il en soit, du coup, en effet, ce Don Jorge Slachevski a donc traversé la cordillère, arrive à Santiago, fait fortune dans le BTP, et son fils, Paulo Slachevski, décide de monter une maison d'édition, L'Homme, avec sa femme, qui est une femme extraordinaire, mais Sylvia c'est surtout ça, moi je suis très très fière parce que c'est des gens merveilleux. Leur rencontre est un roman en soi. Exactement. Ils se sont rencontrés en visitant les prisonniers chiliens torturés dans les geôles de la dictature. Et ils ont décidé, alors que la dictature avait brûlé tous les livres, ils ont décidé de recréer tout ce patrimoine qui avait flambé avec la dictature. Et bon, pour nous, c'est une grande fierté d'être là-bas. Ah, mais tout à fait. En plus, la maison dans laquelle ils sont, la maison Le d'édition est quartier. dans une maison hallucinante et qui se trouve dans un endroit qui s'appelle Concha y Toro, qui était anciennement a été un endroit où on a torturé. Donc, tu as les chambres qui étaient utilisées comme des centres d'interrogatoire. Ensuite, c'est devenu un bordel. C'était une maison close. Et donc, c'était des chambres dans lesquelles on torturait d'une autre manière. Et en effet, ensuite, maison d'édition. Si bien que lorsqu'on est dans la maison de Concha y Toro, de la maison d'édition L'Homme, la nuit, et moi pour y être resté tard la nuit pour travailler, on dit qu'on entend le rire des prostituées encore. Mais ce quartier-là, on dirait Venise un peu, je trouve. Ouais, bien vu. C'est un très beau quartier au milieu de Santiago, parce que Santiago, c'est une ville qui n'est pas du tout uniforme. On passe d'un quartier à l'autre, on change complètement, comme si on changeait de ville. Et là, tout d'un coup, on est rentré avec Lala, on s'est dit, mais on dirait Venise. Tellement c'est beau. Bien vu. Ouais, j'aime bien la façon que tu as de le dire. Et oui, Sylvia Aguilera, quelle femme extraordinaire. Et lui, c'est un excellent photographe. Oui, voilà, exactement. Et Paulo Slachevski, excellent photographe, beaucoup de noir et blanc, et qui n'expose pas, alors qu'il est souvent en photo. Mais c'est un homme très sensible. Ah oui, et du coup, souvent, il prend des photos pour ne pas pleurer. Et il le dit comme ça. Bon, j'avais essayé de dire quelques mots à Miguel sur son père. Voilà. Ah oui, pardon. J'ai bien essayé. Mais bon, il est possible qu'on revienne sur celui-ci à travers le livre d'une manière ou d'une autre. Bref. Tiens. Désiré Alain, je vais commencer véritablement à rentrer dans le vif du sujet des ouvrages, donc avec cette deuxième exploration du Chili, Le Temps des Humbles, Chili 1970-1973, livre qu'on pourrait, réduire pratiquement à un nom, un prénom, puisque c'est essentiel dans le livre, c'est le parcours de Soledad. Alors ça me touche beaucoup qu'on dise ça parce que, en fait, nous, on a tellement aimé Soledad et les gens qui lisent le livre, ils nous disent tous Soledad. Et c'est évident quand on a du coup, on se dit qu'on a arrivé à faire passer ce qu'on voulait faire passer. Parce qu'en fait, Soledad, elle témoigne uniquement parce qu'elle veut parler de l'homme de sa vie qu'on lui a arraché et qui avait 23 ans quand on l'a torturé à mort et pendant 15 jours et tout ça. Et ça a été un truc horrible. Et elle avait 18, elle avait déjà 2 enfants et elle porte ce drame depuis 47 ans. Et on se disant il faudrait qu'un jour j'écrive cette histoire, mais j'ai pas les moyens d'écrire. Et le jour où on s'est rencontrés, c'est une amie c'est un historien de l'unité populaire, et c'est sa femme qui m'a dit il faut que je te présente Soledad, j'ai la personne qu'il te faut pour l'histoire sur l'unité populaire. Et Soledad, je lui ai dit je me rappellerai toujours la première fois où j'ai ouvert la porte sur toi, parce que c'était tellement magique. Et j'ai tout de suite su que c'était elle. Et elle me dit et moi je me rappellerai toujours aussi parce que j'avais tellement mal au ventre le matin, je me disais et si mon histoire leur plaît pas, et si mon histoire leur plaît pas. Et son histoire, elle est incroyable. Alors justement, cette histoire, celle de Soledad, on la découvre à un moment très précis. Justement, qui est-elle au tout début de Au début, c'est une petite fille d'une famille de 11 enfants. De paysans sans terre en fait. Vous savez, c'était un peu comme des métayers. Ils vivaient sur les terres et puis toute leur récolte, tout leur travail partait aux propriétaires. Ils avaient presque rien. Et un jour, du coup, le père décide de partir et d'aller à Santiago. Et elle, au début, même quand on a raconté l'histoire, elle en voulait encore à son père parce qu'elle disait au moins à la campagne, on avait de quoi manger. On avait le lait des vaches, on leur donnait les croûtes de fromage à la laiterie et tout ça. Mais et après, ils arrivent à Santiago et ils n'ont plus rien. Mais en fait, leur père, c'est parce qu'il voulait pas avoir 10 enfants esclaves. Comme lui, il avait toujours été esclave. Il avait commencé
commencé fils de meunier avec son père qui le tapait tout le temps, à porter des gros sacs de farine. Et il voulait pas que ses enfants aient une vie comme ça. Et en fait, le père, il est merveilleux. La famille de Soledad est merveilleuse. Beaucoup de Chiliens sont merveilleux, faut le dire. Franchement, nous, on est tombés en amour des Chiliens, de ceux qu'on a rencontrés. Et là, c'est vraiment une famille. Et c'est pas parce qu'on essaye de faire que des personnages extraordinaires et qui n'existent pas. Ils sont merveilleux parce qu'ils sont profondément humains et qu'ils ont une façon de voir la vie avec les autres. Ils ne sont pas chacun dans leur... De toute façon, l'unité populaire, ça a été ça, c'est unité. C'est des gens qui tout d'un coup ont décidé de combattre ensemble, de s'unir, mais ils ont gardé ce côté-là. Et c'est quelque chose de très précieux. Et j'ai répondu à la question ? Oui, pour partie, en tout cas, parce qu'on va suivre donc son parcours. Est-ce que c'est quelqu'un qui est déjà, j'allais dire, très jeune, enfin, est-ce que cette très jeune fille est politisée immédiatement ? Ben non. Au début, elle a des frères qui sont très politisés, en fait. Et en fait, son grand frère, quand il a 9 ans, il va avec son père pour assister à une présentation d'Allende. Et Allende qui veut déjà être président, parce qu'Allende, il s'est présenté 4 fois avant d'être élu. Et il arrive, et lui, il est émerveillé par Allende, et il se faufile dans la foule, et il va vers lui, et il lui dit « Je veux que vous ayez le fauteuil du président ». Et Allende lui dit merci, et il lui caresse la tête. Et du coup, lui, il a un amour pour Allende, parce que, en fait, c'est ça que représente ce livre, et c'est ça que montre la couverture quand on voit cette main de petite fille qui veut attraper les papillons, parce que Soledad disait qu'elle adorait attraper les papillons, mais c'est un peu ça l'unité populaire. C'est la main du peuple qui essaye d'attraper quelque chose de merveilleux comme ça, et qui va être éphémère, en fait, parce que ça dure que 1000 jours. Mais, et du coup, c'est lui qui lui dit il faut aller dans un campamento, il faut réclamer des terres, et lui, il est ami avec Ricardo, celui qui va devenir l'amoureux de Soledad. Alors justement, qui est-il, lui, ce garçon qui va bouleverser la vie de Soledad ? Alors Ricardo, alors nous, on n'avait qu'une photo de Ricardo, de ça, on n'avait rien de lui parce qu'il est mort très jeune. Mais c'était un jeune garçon qui faisait des études d'architecture. Et il a rencontré, dans ses études d'architecture, il avait 1 an d'études d'architecture, et il a rencontré le mouvement de la gauche révolutionnaire, du MIR. Et le MIR, c'était des gens qui allaient dans les campagnes pour donner des cours aux gens, apprendre l'alphabétisation et tout ça, qui était très... et c'est surtout ce qu'ils ont fait pendant l'unité populaire et avant, c'est qu'ils ont décidé de s'occuper de ceux dont personne ne s'occupait. Parce qu'il y avait un parti communiste très puissant au Chili, mais qui s'occupait plutôt des ouvriers, qui étaient ensemble depuis très longtemps, qui étaient syndiqués et tout ça, mais il y avait tous ces milliers de gens sans terre, et qui étaient les paysans sans terre qui vivaient. Et il y avait aussi les gens sans abri, les Sinkassa et les sans terre. Et le MIR s'est occupé principalement de ces gens-là. Et lui, c'est quelqu'un du MIR, du coup. Et il voulait être architecte, et tout d'un coup, son désir d'être architecte passe dans son désir que tout le monde ait une maison. Et en fait, il y a une espèce, ils vont squatter une grande terre qui est à l'université d'agriculture, et ils installent 600 campements. Il y a 600 familles dedans, mais il y avait des milliers et des milliers de familles à l'époque autour de Santiago qui n'avaient pas de logement. Et ils ont dit, si jamais Allende passe, on pourra se battre pour avoir des maisons. Et en fait, il aide les gens à se battre, il donne les outils aux gens pour se battre. Mais c'est lui qui dirige le campamento, en fait. Voilà. Mais justement, vous revenez sur cette période très précise, qui est justement la présidence Allende. Mais est-ce que ça a été une présidence, j'allais dire, je pose la question de manière évidemment faussement naïve, j'allais dire une période où le gouvernement était extrêmement populaire, quasiment unanimement populaire, ou pas tout à fait ? Ah ben s'il avait... il est populaire, oui, dans le sens du terme populaire. Le peuple aimait Allende. Le peuple justement, adorait mais on voit dans le livre que pas tout le monde, justement. Ceux qui n'ont pas aimé Allende, c'était pas le peuple, c'était ce qu'on appelait les momios. Les momios, c'était une réduction pour dire les momies, c'était les bourgeois. Mais ce qui est très fort, ce qu'on a essayé de passer dans ce livre, c'est qu'au Chili, il y a quelque chose d'incroyable, c'est que le peuple avait une vraie culture volontaire et politique. C'est incroyable. On a beaucoup travaillé aussi avec les films de Patricio Guzmán, et dans la bataille du Chili, quand on entend parler les ouvriers de leur volonté, de ce qu'ils veulent, ils disent mais nous l'argent, on veut de l'argent pour vivre, pour pouvoir manger, pour pouvoir avoir une maison, on s'en fout de devenir millionnaire. Et ils ont un discours super intelligent.
vraiment super construit, très fort. Et oui, je pense qu'il est populaire, vraiment. Voilà. Mais après, les propriétaires terriens et les gens qui avaient de l'argent et les gens qui avaient le pouvoir surtout, parce que ceux-là, c'était ceux qui étaient... Allende, il est élu en tant que président, mais il n'est pas à la Chambre des députés, il n'a pas la majorité. Il n'a pas la majorité dans les forces de l'ordre, il n'a pas la majorité dans la loi. Donc il y a toutes ces autres forces-là qui vont lutter contre. Et ça, c'est pas le peuple. Allende, il est dans la carrière politique depuis les années 30. Et donc après il a essayé d'être élu 4 fois, et donc il a fait des campagnes électorales pendant tous ces moments-là. Donc il a sillonné. Alors le Chili, c'est une sorte de grand haricot de 4000 km, et donc il a descendu tout ça. Il a été faire des campagnes dans le sud, dans l'extrême sud, au centre, dans le nord, et donc tout le monde le connaissait. Et il était très aimé, vraiment Miguel, très aimé. il dit une épée, c'est plus joli. Accroché à la cordillère. Oui, une épée accrochée au continent comme une épée à sa ceinture. Clair. Mais en effet, ce qui est intéressant aussi de voir par rapport à Allende et par rapport à ce côté populaire dont vous parliez, eh bien, c'est aussi de se rendre compte comment l'oligarchie du pays à ce moment-là, los momios, ont tenté de déstabiliser le gouvernement d'Allende en, par exemple, coupant les voies de distribution au niveau des supermarchés, en faisant alors des pénuries au niveau alimentaire pour que les gens fassent des queues interminables pour pouvoir avoir un peu de pain. Donc naturellement, lorsque les gens faisaient la queue, ils disaient « ouais, non, alors c'est pas possible, on a élu un président de gauche, mais finalement il n'y a pas de pain pour le peuple ». Et finalement on trouvait qu'il y avait des tonnes de pain qui étaient en train de pourrir dans des hangars fermés avec des cadenas et qui avaient été achetés justement par l'oligarchie pour justement créer un mouvement de déstabilisation. Et qui a bien sûr légitimé ensuite une intervention militaire de la part des États-Unis, de la part de Henry Kissinger, qui a été le grand architecte du coup d'État. Donc en partie en fait... En plus, Henry Kissinger, il a eu quand même le prix Nobel de la paix en 1973, c'est-à-dire juste après le coup d'État. C'est ça, exactement. Mais ce qui était bien pour nous, c'est que par rapport à ce coup d'État et le rôle de l'Amérique dans le coup d'État, c'est qu'on a pendant longtemps, on a dit que c'était le fantasme de l'Amérique latine, de toujours dire on est persécuté par les États-Unis, que tout ça. Sauf qu'aujourd'hui, 50 ans après, toutes les archives sont ouvertes. Donc on a tous les dossiers. On a les dossiers où il y a la lettre de Kissinger qui dit il faut faire hurler l'économie. Nixon. C'est Nixon. Ouais. Non, mais c'est... Oui. Nixon, il y a une lettre manuscrite où il y a marqué, premier point, il faut faire hurler l'économie, on va mettre tous les sous qu'il faut pour mettre le chaos dans le pays, quoi. Donc, et ça, c'est même avant l'élection d'Allende, donc le coup d'État ou les différents coups d'État, parce qu'il y a eu plein de coups d'État pendant l'unité populaire, ont été programmés, organisés avant même l'élection d'Allende. Donc parce que Nixon, il avait très peur. Il y avait eu en 59 la révolution à Cuba. Et il voyait d'un sale œil le fait qu'il y ait quelque chose qui ressemble à ce qui se passait à Cuba, à Santiago, au Chili. Donc ils avaient très peur qu'il y ait une sorte d'axe entre la Havane et Santiago qui les aurait empêchés, les États-Unis, de jouir des richesses de l'Amérique latine, hein, puisque c'est ça le problème en fait. Hein. Ils avaient une arme avec eux qui était très très puissante, c'était le directeur du journal El Mercurio, qui a été aux États-Unis pendant toute l'unité populaire et qui en fait a miné tout le temps. La presse a joué un rôle énorme parce qu'en fait Allende il a interdit aucune presse. Il n'a jamais interdit de se faire critiquer. C'est d'ailleurs étonnant quand on fait ce livre et tout ça, c'est qu'en fait tout ce qu'on accuse, tout ce que vont accuser les momios de l'unité populaire en disant ça va être la censure, on va plus avoir le droit de s'exprimer, il faut la liberté de la presse, et en fait c'est tout ce qu'ils vont enlever eux après, parce qu'après il y a plus le droit de presse, il y a plus le droit de lire, il y a plus le droit de rien. Plus de syndicats. Ils dirigent tout, mais c'est ce qu'ils ont accusé les autres tout le temps qu'ils étaient au pouvoir, alors que. Un grand classique. Ouais, oui, c'est classique. Il s'est passé plus ou moins la même chose au Venezuela 40 ans plus tard. Donc exactement, on a un grand classique. Ouais. Et l'opération Unitas, qui est l'opération militaire, en effet, des bombardements et des acrobates américains qui sont venus bombarder la Moneda. Bueno, c'était des acrobates américains. Il n'y a pas de mystère. Bon, en tous les cas, grâce à ce livre, vous revenez sur cette période très précise, sur cette histoire. Et tout l'intérêt justement de cet ouvrage, c'est à la fois de raconter
un destin singulier avec une héroïne dont on suit véritablement l'histoire assez forte, on ne va pas trop en dire. C'est véritablement une sorte de livre d'histoire, vous nous faites redécouvrir jusqu'au dans le moindre détail tout ce qui se passait. Et en même temps, il faut parler du travail formel, parce qu'on est dans un livre particulièrement intéressant aussi sur la forme. Et j'aimerais justement savoir comment vous l'avez composé tous les deux. Par exemple, juste un détail, vous utilisez énormément de techniques différentes. C'est un livre qui formellement se réinvente sans cesse. Oui, alors ça, c'est depuis qu'on a commencé à travailler ensemble. On a toujours voulu casser le rythme de lecture parce qu'on fait des livres où il y a beaucoup de documentation. On va regarder justement quelques planches. Voilà. Ça, c'est juste nous, donc. Voilà. Donc il y a des moments dans le livre qui sont très chargés par les informations, et d'autres moments juste après on a des moments où on respire. Donc on veut vraiment, les techniques différentes sont liées à une narration qui permet au lecteur de pouvoir évoluer et respirer différemment, quoi. Mais il y a aussi qu'Alain, il a une formation de graphiste et du coup il a une façon d'utiliser le dessin pour que et la typographie d'ailleurs. Voilà, et de la disposition des planches et tout ça. Je trouve que ça apparaît beaucoup. C'est pas, il fait de la peinture aussi beaucoup, mais il y a le côté graphiste qui intervient beaucoup dans la façon de. Et c'est vrai que j'aime beaucoup le terme que ça se réinvente tout le temps, parce que ces planches, elles se réinventent effectivement. On n'est jamais dans une routine de dessin. Par exemple, il faut pouvoir lire à l'intérieur du livre. Tout d'un coup, il y a 2 pages, c'est le programme de l'unité populaire. Donc, qu'on a écrit in extenso les 40 premières mesures, parce qu'on pense que c'est très important. Et quand on lit ça aujourd'hui, on se dit, même aujourd'hui, aucun pays qui a ce genre de programme. Et c'est bien de pouvoir mettre ça à l'intérieur. Et après, on a des scènes qui se passent la nuit, par exemple. Beaucoup de scènes la nuit. Donc, parce que, enfin bon, ça c'est en fonction de notre documentation, on a trouvé des images ou des films qui montrent ce qui se passe dans les campamentos où les gens sont très pauvres, ils n'ont pas de lumière, ils se réunissent la nuit à la lumière d'un feu de bois autour d'une olla commune et une soupe populaire. Et donc ça, moi j'ai tenu à ce que ces pages soient très sombres, parce que quand on est aujourd'hui dans une ville, on a de la lumière tout le temps, mais quand on est dans un endroit pas urbain, on ne voit rien du tout, quoi. Et justement, comment vous travaillez tous les deux? Comment se passe votre collaboration? Qui propose déjà, je ne sais pas, le texte? Qui propose le dessin? Ou est-ce que ça se fait conjointement, tout bêtement? Alors déjà, on a un grand avantage dans notre façon de travailler, c'est qu'on habite ensemble. Donc tout de suite, ça simplifie les choses. Oui, on n'a pas, j'envoie pas mes textes à quelqu'un qui habite à 400 km, qui me renvoie après des dessins où je me dis tiens, c'est pas tout à fait ce que j'imaginais. Mais sinon, en fait, moi, je suis la scénariste. J'écris l'histoire, j'écris les dialogues, je laisse. Enfin, je trouve qu'Alain, il apporte beaucoup par son invention graphique. Donc, je suis pas là à dire case après case ce qu'il faut passer. Oui, c'est très inventif. Mais il y a quand même des fois où j'ai des idées et où je me dis là, il faudrait que ça soit vraiment ça. Quand il y a par exemple le bébé qui est dans le ventre, qui grandit comme ça avec l'unité populaire, ou quand à la fin on a ce qui se passe chez ceux qui se font agresser et comment vivent les agresseurs et tout ça. C'est sur 2 surfaces. Mais en général, je laisse ça. Mais sinon, j'écris l'histoire, mais j'écris pas tout le livre. Et puis après, je dis pas à Alain, tu vas le dessiner. En fait, ce qui s'est passé avec celui-là, tu l'as pas amené là, mais Alain a d'abord fait une frise historique qui fait 6 mètres de long, où on avait mois par mois tout ce qui se passait dans l'unité populaire, parce qu'on avait lu 130 livres sur ça. Et du coup, ça me permettait. Et dans cette frise historique, il y avait le repère des livres qu'on pouvait lire, ou on pouvait trouver. Donc ça me permettait de. Moi, pendant ce temps-là, j'ai rencontré Soledad. Je suis allée à Belgique plusieurs fois parce qu'elle est belge, pour lui parler, pour tout ça. Et moi, je construisais mon histoire avec Soledad. Et après, avec la frise chronologique, j'avançais en lui disant, alors là, t'étais où? Et là, alors il y a des éléments qui n'étaient pas dans la frise chronologique que Soledad m'a raconté et qu'on a introduit dans l'histoire. Mais voilà. Donc après, moi, j'écris et j'ai jamais plus de 10 pages d'avance sur Alain, parce que des fois, ça m'est arrivé d'avoir plus. Et après, c'est... Il y a trop de distance, parce que c'est une écriture très très difficile en fait, l'écriture de
du roman graphique, parce que c'est une écriture qui est tout le temps entrecoupée et qui est tout le temps en attente. Parce qu'on peut pas se lancer dans son élan, quand on a un élan comme ça, on doit le couper parce qu'il y a une autre page, que de passer d'une page à l'autre, il faut vraiment... Donc moi j'ai une première écriture comme ça qui va permettre à Alain de faire les dessins, et je sais où je veux aller, mais j'avance quand même au fur et à mesure. On ne sait jamais le nombre de pages que va faire un livre qu'on fait, par exemple, au grand désespoir de notre éditrice. Et puis après, Alain commence à dessiner, et des fois... 360 pages, hein, c'est ouais, quand même assez rare pour un roman 360 pages, avec des éditeurs qui veulent avoir le livre à telle date pour pouvoir imprimer, pour pouvoir ceci, pour pouvoir cela, et cadrer des choses, et que nous, on déborde tout le temps. Normalement, on aurait dû le faire en 1 an, alors qu'on a mis 3 ans pour le faire. Voilà. Et du coup, je ne peux pas me permettre de dire à Alain, quand il a fait une planche, de lui dire ah ben non, on ne la prend pas. Parce que d'abord, ces planches sont toujours belles, mais des fois, il fait des planches et ils ne répondent pas du tout à ce que j'ai eu envie, parce que je n'ai pas mis assez d'informations. Et du coup, je réécris le texte pour qu'elle ait une place quand même dans l'histoire. Et du coup, on a une façon d'avancer comme ça à deux. Mais on arrive à communiquer que par l'écrit et par le dessin. On n'est pas à table le soir en train de dire je vais faire ça, parce que j'ai l'impression que quand je lui dis ça, Alain, il sait pas, ça, ou lui, et du coup, et même quand il a fini une planche, il me la montre pas. On a une page Facebook privée où il me l'envoie, parce que sinon, je peux réagir en disant ah mais c'est pas du tout ça, et du coup, ça est vachement désagréable. Mais donc j'ai le temps de. Oui, en fait, chacun, on est le premier lecteur de l'autre, donc il faut des fois, il faut laisser un peu de temps pour laisser mûrir une idée ou une image ou une chose comme ça. Donc le fait de montrer et puis qu'elle vienne sur mon dos et puis de regarder et puis d'avoir un silence pesant ou dire ouais c'est pas mal, donc c'est un peu, donc on préfère faire comme ça une communication virtuelle. Des fois quand je vois que c'est très difficile, j'arrive, et qu'il peine sur quelque chose, j'arrive, mais c'est pareil, moi quand je lui donne un texte et que j'ai travaillé dessus et que je suis très contente parce qu'il y a des passages quand même qui sont écrits dans le livre, et j'arrive et qu'il me dit rien, je suis là, mais en fait c'est parce que lui il pense que à la difficulté qu'il y a à réaliser ce que j'ai écrit, et du coup jamais il va me dire oh c'est super ce que tu as écrit, des fois c'est rassurant mais c'est plus compliqué. En tout cas, un objet. C'est après que je lui dis que il finit par le dire. Un objet passionnant sur le fond comme sur la forme que ce temps des humbles, Chili 1970-1973, de Désiré et Alain Frappier, donc chez Steinkiss, vraiment chaudement recommandé. Vous savez quoi? C'est 18h30. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, c'est pas l'heure de l'apéro. Je pense que le vin chilien serait le bienvenu. Oui. Je reviens tout de suite. Une pause va s'imposer. Ah, ça c'est extraordinaire. Il est grand. J'espère qu'on a au moins 50 verres pour servir tout le monde. Ça va aller. Bah oui, qui dit Chili dit vin. Enfin. Exactement. Ah bah voilà. Qui dit Chili dit vin. Hop. Regardez-moi ça. Ah, sublimissime. Hop. Attendez. Je vous sers d'abord. Voilà, je vous en mets un petit peu. Hop. Voilà. Attends, j'ai 2 verres. N'hésitez pas à vous approcher. Donc, il y a là une tour de verre. Baptiste a tout. Oui, c'est bon, tu as tout organisé. Voilà. Regarde-moi. Quand même. Extraordinaire. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Je me sers Muchas aussi. Gracias. Voilà. Juste pour trinquer à la vôtre. Bueno. À la vôtre. Salut. Voilà. Voilà. Mais évidemment que si, voilà, évidemment. Pourquoi est-ce que j'ai amené une bouteille de vin chilien et pas n'importe lequel, un vin Cabernet Sauvignon, je vais le dire, c'est que il me semble que ça a, un lien essentiel avec votre roman, Miguel, me semble-t-il. Bravo. Alors d'ailleurs, qui en veut un petit peu? Oui. Allez. Franchement, il y a là la bouteille, il y a des verres, hein, donc n'hésitez pas à demander. Et honnêtement, ils sont très bons. Franchement, vous allez voir, c'est un je ne sais quoi de la cordillère. Délicieux. Pendant que Baptiste sert le vin, je me permets de raconter une petite histoire. En effet, les mains se lèvent de plus en plus, oui, naturellement. Et oui, ça, fatalement. Eh bien, en effet, voilà la chose. Il n'y a qu'une bouteille. Hein. Figurez-vous que il y a eu fin 19e une crise du phylloxéra, un petit puceron qui a été amené des États-Unis et qui a rongé les ceps des vignes
en séchant comme ça toute la sève de la vigne et qui a provoqué une des crises les plus importantes de viticulture en France. Vous le savez beaucoup mieux que moi. En quelques mois, de l'Hérault jusqu'à l'Alsace, on ne trouvait pas un seul pied de vigne debout. Et il y a eu quelques courageux, et essentiellement des Basques, qui ont pris les pieds de vigne sains et qui sont partis avec un seul cépage et quelques francs dans une poche pour traverser l'Atlantique, arriver au Brésil, descendre par l'Argentine, passer par le détroit de Magellan et s'installer à Santiago où, sur les flancs de la cordillère, ils ont replanté la vigne, des œnologues, des maîtres de chais, et qui ont constitué une sorte de nouvelle viticulture de l'autre côté de l'océan. Alors le vin existait déjà au Chili à ce moment-là, les Espagnols l'avaient amené pendant la conquête, cependant, ils lui ont donné une sorte de renaissance, et surtout, c'était des cépages français, comme le Cabernet Sauvignon, comme le Pinot Noir, comme le Carmenère, comme Saint-Émilion, qui ont permis en effet de tuer le petit puceron du phylloxéra là-bas. Selon certains livres, il y a un très beau livre de José del Pozo qui s'appelle Historia del vino chileno, histoire du vin chilien, dans lequel lui émet l'hypothèse que peut-être ce petit puceron ne pouvait pas supporter une eau chargée de cuivre. Et lorsque en France on irriguait les plants de vigne avec de l'eau normale, eh bien le puceron continuait à nager dans l'eau et pouvait, avec une bourrasque, avec de la pluie ou avec les rivières, très vite bouger pour créer cette épidémie de la vigne. Mais dans une eau chargée de cuivre qui venait du Mapocho et qui sont en effet tout ce qui irrigue la cordillère, le puceron mourait. Quoi qu'il en soit, on est en train de parler de pendant 10, 20, 30 ans, il y a eu une énorme communauté de Français qui sont retrouvés là-bas, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, lorsque vous êtes au Chili, vous pouvez boire des vins qui ont dans l'étiquette des noms comme Errázuriz ou Undurriaga, et qui sont des noms comme ça très basques, alors que ça n'a rien à voir avec les noms chiliens qui ont bien sûr des consonances tout à fait ibériques et hispaniques, non puisque malheureusement, voilà, la conquête espagnole a laissé elle aussi une trace sémantique. Pinochet était basque d'origine. Pinochet était basque. Los Bachelet étaient aussi des Français. Les Michelet étaient aussi des Français. Donc peut-être, on parlera peut-être de l'histoire des Bonnefoy également, qui étaient des Français. Et c'est un très grand classique d'avoir une énorme communauté française au Chili, plus ou moins fin 19e. Et parallèlement à ça, il y a également des communautés allemandes de Baden-Baden. Donc fin 19e, le gouvernement chilien a envoyé des délégués pour aller proposer à des paysans, des agriculteurs et des hommes de campagne à Baden-Baden en Allemagne, en leur disant, voyez-vous, vous êtes en train de travailler difficilement une terre qui est dure, une terre qui est aride et qui est sèche, qui est avare. Nous, on vous propose des terres interminables dans le sud du Chili, à 12 000 km, que vous aurez presque gratuitement. Voici les papiers, voici les cadastres. Moi, j'ai entendu dire qu'on leur avait dit aussi que c'était pour purifier la race. Alors, il y a cette histoire de purifier la race. Alors, ma mère encore peut le dire. Donc, tu vois, ma mère est une femme intelligente, qui a vécu dans 17 pays, comme ça, qui a été diplomate, peut encore dire, ma femme est danoise. Je viens d'avoir une petite fille de 5 mois. Quand ma fille est née avec des yeux bleus, ma mère a pris la fille, a regardé ma femme danoise et a dit, ah, enfin, nous allons élever la race. C'est dingue, hein? C'est horrible. Je veux dire que vous êtes au XXIe siècle. Là, nous allons élever la race. Et c'est cette très vieille idée qu'on retrouve dans toute l'Amérique latine, avec cette espèce d'énorme communauté d'Allemands qui sont arrivés. Donc ça n'a rien à voir avec le nazisme, hein, je suis en train de vous parler fin 19e, donc vraiment pour venir cultiver les terres. Et ce sont des communautés à Valdivia, des communautés à Osorno, on en trouve énormément au Brésil, on en trouve beaucoup au Venezuela aussi, à la Colonia Tovar, on en trouve bien entendu en Argentine et en Uruguay, et ils sont arrivés avec ces yeux bleus, ils sont arrivés avec des yeux verts, ils sont arrivés plus grands, blonds, nanana. Et donc on avait cette vieille idée néocoloniale où nous-mêmes, on disait heureusement qu'ils sont venus pour élever la race. Donc imagine-toi ce double héritage, tu vois. Bueno, qu'est-ce qui se passe ? Lorsqu'ils se sont installés en effet pour replanter la vigne et recréer cette viticulture, ces Allemands en même temps se sont installés dans le sud du Chili et des deux côtés, ils ont recréé tantôt une petite France
à l'étranger en faisant des écoles françaises, en se mariant entre Français, en devenant franco-maniaque, en parlant du siècle des Lumières. C'était des gens qui pouvaient te dire sans aucun problème comment aller de Saint-Michel jusqu'à Bastille alors qu'ils n'avaient jamais mis un pied en France. Mais ils le connaissaient tout simplement par les écoles, par la presse, par les journaux qui arrivaient. C'est ça, cette espèce de fascination pour la France. À l'école, ils apprenaient, Pedro dit ça dans le tome 1, il dit qu'ils apprenaient la longueur des rivières de France avant d'apprendre ce qui se passait au Chili. Hein. Exactement. Donc on utilise. C'est exactement ça, ouais. Une journée ensoleillée au Chili. S'il voyait qu'il pleuvait à Paris dans le journal, il sortait avec un parapluie. Ça vous donne une idée en effet de comment vivre. Ajoutez à ça que les structures scolaires éducatives du Chili à la fin du 19e sont créées par des spécialistes français, des universitaires français, pendant que l'armée chilienne est entraînée par des Prussiens. Exactement. Ouais. L'armée chilienne entraînée par des Prussiens, tout à fait. Marche au pas de loi. Hein. L'armée péruvienne par des Français. Ouais, et du coup, ce qui a créé que la guerre du Pacifique, à Tacna Arica, avait une sorte c'était une prémisse, une sorte de présage de ce qui allait se passer pendant la Première Guerre mondiale en France. Ouais. Donc tout est lié. C'est fascinant de se rendre compte, au moins 12 000 km de distance, si loin. On a partagé cependant de tels héritages et de tels ponts. C'est le cas de le dire, héritage, d'où le titre du livre, évidemment. Ouais. Mais oui, je vous en prie. La toute petite chose, c'est que moi, ce qui m'a aussi beaucoup troublé en faisant l'histoire de Pedro, et c'est exactement ce qui se passe aussi dans ton livre, c'est que en fait, il y a des gens qui vont quitter leur terre et qui vont traverser. Alors c'est vrai que c'est des mots magiques, hein, le détroit de Magellan et tout ça, qui vont arriver dans un pays. Ils appellent ça l'Amérique, mais l'Amérique c'est immense. Hein, ils arrivent en Amérique latine pour reconstruire leur vie, pour faire des choses, et au bout de 2 générations à peine, parce que là c'était le grand-père et là c'est pareil avec l'histoire de Pedro, et ben il y a la dictature et ils sont obligés de repartir. Et ça, je trouve que c'est assez extraordinaire parce que ça montre bien que l'émigration c'est fait pour sauver la vie, et on sauve la vigne, on se sauve de la misère en allant au Chili, et après il y a la dictature qui fait que le petit-fils il est obligé de reprendre le bateau en sens inverse et de retourner en France. Et ça, on avait la même histoire avec Pedro, et moi je me suis dit, Pedro, son grand-père il est arrivé en 1900, il venait de Syrie, et en 1973-15, Pedro, après 2 ans de prison, il revient sur la terre qu'a traversé son père. C'est incroyable quand même. Alors justement, à travers l'histoire des Lonsonniers sur plusieurs générations, on traverse véritablement le XXe siècle. Et justement, Miguel, vous nous montrez les liens entre tous ces coins du monde qu'on croit éloignés, ces cultures qui sont éloignées, qui sont pourtant rapprochées par les faits. Vous avez évidemment évoqué la Première Guerre mondiale, qui est évidemment au cœur du livre. Mais pour moi, le meilleur symbole de la question de la migration, ce sont des oiseaux. Les oiseaux sont également au cœur du livre, Miguel, comme un symbole, voilà, et en particulier à travers un personnage. Oui, absolument, en effet. Alors, je voulais, donc pour ceux qui, bien sûr, vous n'avez sans doute pas lu le livre, donc ça semble abstrait, mais il y a, la présence des oiseaux est importante dans le livre, et tout simplement, un des personnages décide de créer une sorte de volière andine dans le jardin de la maison. Et je voulais peut-être, avec cette volière, donner une sorte d'hypotypose, donner une sorte de petite métaphore, donner une sorte d'allégorie de ce qui allait se passer. Donc, bien sûr, raconter, comme vous le dites si bien, l'histoire de la migration, l'histoire des Français au Chili, cette installation-là, la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, les générations qui se succèdent, la dictature chilienne avec mon père qui a été torturé, le personnage d'Hilario Da, en effet, qui arrive en France en 73 et imaginer alors une boucle parfaite entre 4 générations, 100 ans, et se rendre compte à quel point ces Français qui sont partis au Chili, c'est l'arrière-petit-fils qui, lui, à son tour, va arriver en France, et que c'était un moment où la France était en train d'ouvrir ses bras, ouvrir ses frontières pour recevoir tous ces réfugiés politiques, et qui leur ont donné asile, qui leur ont permis de faire souche, de replanter leurs racines qui étaient meurtries de l'autre côté de l'Atlantique pour pouvoir les replanter en France, et parce que vous avez été généreux il y a un demi-siècle, aujourd'hui, vous avez une monnaie qui est rendue. Parce que le père a été là, parce qu'il a pu avoir un enfant qui, lui, je suis né en France, et du coup, j'ai été dans le lycée français à l'étranger, et donc ça m'a permis d'écrire des livres. Et donc, quelque part aussi, c'est une sorte d'hommage et une gratitude envers la France d'avoir été, à ce moment-là, aussi généreuse. Lorsque vous voulez raconter ça, il y a 2 options. Soit vous le racontez de manière linéaire, en racontant toute l'histoire des générations qui passent, se succèdent, etc.
mais vous pouvez vous permettre un pas de côté, un petit je ne sais quoi, vous pouvez vous permettre une fleur à la boutonnière, vous pouvez vous permettre une petite couleur comme ça, une petite danse, et qui est celle justement de pouvoir mettre en relief, de mettre en mise en abîme, tu vois, de projeter un peu plus loin cette même histoire, mais avec une métaphore filée qui se suit à travers le livre. Et donc la volière, comme tu dis, ces oiseaux migrateurs et qui sont à la fois dans une volière, dans une cage, mais à la fois viennent de quelque part. Puis lorsqu'on ouvre la cage, eh bien, les oiseaux partent, mais finalement reviennent. Et à la dictature, eh bien, ils vont fusiller les oiseaux. Enfin, les oiseaux et cette volière suivent la famille et sont mêlés au destin à la fois grand et petit de cette famille Lonsoni. Il y a aussi les oiseaux mécaniques, ceux de l'aviation, évidemment. Alors, exacto, bravo. En effet, eh bien, il y a aussi les oiseaux mécaniques, l'oiseau de métal. Donc, le premier Lonsonier était celui qui arrive en 1873 sur les terres chiliennes. Le deuxième, Lazare Lonsonier, est donc celui qui fait la Première Guerre mondiale avec la scène du puits d'eau. Je ne sais pas si tu voudras qu'on l'évoque ou pas, tu me diras, puisqu'on a parlé en effet des Allemands, tu me tiendras au courant. Et en effet, vers la fin, l'histoire d'Hilarioda avec la dictature, ou peut-être on va l'évoquer tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, au milieu, il manquait une génération, qui est celle de la Deuxième Guerre mondiale. Eh bien, dans l'histoire familiale, et moi j'ai mes affaires, et on pourra en parler si vous voulez, cependant, je m'étais dit que ce serait beau de pouvoir justement faire un lien, faire un clin d'œil entre cette volière, ces oiseaux, et peut-être un autre type d'oiseau qui est né au XXe siècle et qui est apparu là, qui a été toute l'histoire de l'aviation et qui est absolument fabuleuse, et surtout les aviatrices. Donc on connaît très peu de leur histoire, que ce soit Maryse Bastier, que ce soit Amélia Earhart, que ce soit Adrienne Bolland, et qui ont permis en effet à l'aviation de faire un bond spectaculaire, et qui, elles aussi, ont participé au combat. Et donc, je suis tombé par hasard sur l'histoire de Margot Duhalde, qui a été une aviatrice franco-chilienne, qui elle a combattu en Angleterre contre les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui a été couverte de galons et épinglée comme ça de victoires lorsqu'elle est rentrée au Chili. Donc, tout simplement, eh bien, je me suis épaulé, je me suis accoudé à cette histoire, qui est une histoire réelle, de l'histoire avec un grand H. Je me suis permis d'injecter quelques fictions, parce qu'on en parlait tout à l'heure, en effet, qu'à force de documentation, comme vous, avec cette frise magnifique que j'imagine très bien de 6 mètres, tu finis par avoir tellement d'informations que tu dis la réalité est tellement vaste qu'elle ne peut pas entrer dans 360 pages dans une BD magnifique. Donc tu es obligé de temps en temps de la réduire. Mais en la réduisant, tu es obligé parfois de trouver des astuces, des ruses de fiction pour pouvoir justement faire entrer la réalité dans une structure. Mais je me demandais, moi, parce que dans cette différence-là, parce que nous, on est quand même resté très très proche de la réalité. Pour moi, l'imaginaire est plutôt passé dans le fait que dans mon écriture, je deviens l'autre. Et c'est ça qui est l'imaginaire. Mais je me disais que la différence qu'il y avait aussi, et dans tout ce que tu as injecté comme ça d'imaginaire dans ton récit, c'est que pour un enfant, porter la douleur du père, c'est quand même quelque chose de terrible. Et ton père, enfin moi, c'était un héros pour moi avant que je le rencontre, hein, parce qu'on avait beaucoup de copains qui avaient raconté son arrestation et tout ça. Et donc, et c'est pour ça au Chili, moi j'ai rencontré beaucoup de gens qui pour moi sont des héros de par leur vécu. Mais je me dis que le fait d'en avoir fait une fiction sur beaucoup de grands passages où on rentre comme ça dans la fiction, c'est aussi une façon pour balancer du bonheur et de la magie dans quelque chose qui est terrible en fait, hein, qui est. Et moi, je n'avais pas besoin de ce recul-là, parce que je suis justement... Ce que vous dites, Désiré, est justement intéressant, car le livre, encore une fois, même s'il évoque parfois des choses assez sombres, est un plaisir de lecture. D'habitude, on a des fresques qui sont très longues, très épaisse, etc. Là, on se dit que je peux vous assurer qu'il se passe beaucoup de choses, c'est le moins qu'on puisse dire. Et vous en avez une petite idée, et Miguel est loin, très loin d'avoir tout dit. Mais il a fait ce choix formel de tout resserrer au maximum, et c'est très troublant d'avoir une fresque de seulement à peine plus de 200 pages où tout est comprimé. C'est absolument pas artificiel. Vous avez l'impression d'avoir lu un vrai pavé feuilletonnaise de centaines et centaines de pages en seulement 200 pages en très peu de temps. Et justement, cette accélération du temps, c'est aussi toute la prouesse littéraire d'Héritage. Justement, Miguel, encore une fois, vous êtes bien conscient que vous aviez une matière énorme. Pourquoi avoir choisi de tout compresser ? Bien, très bonne question. Et on écrit le livre qu'on aime lire, non ? Il se trouve que moi j'aime bien lire des livres courts qui vont à l'essentiel, qui sont denses et où il n'y a pas de gras, où il n'y a pas de bavardage.
Moi, j'ai écrit ce livre à la Villa Médicis, à Rome, pendant 1 an. Je me suis fait une bibliothèque énorme avec non seulement les différents moments de l'histoire où il fallait que je place les personnages, puisque tu traverses un siècle, donc tu as bien entendu l'histoire de la migration, tu as bien entendu l'histoire de la vigne, tu as bien sûr l'histoire donc des Allemands qui sont là, puis ensuite tu dois faire l'histoire de la Première Guerre mondiale, puis tu dois faire l'histoire des oiseaux, puis tu dois étudier en effet les aviatrices. Et de la commune de Paris. Exacto, bravo. Tu dois ensuite en effet faire l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, là, puis l'histoire de l'Unidad Popular, dans lequel voilà, il y a un livre absolument incroyable à faire. Puis ensuite, le tout en injectant de la fiction. Exact. Tout ceci en développant des personnages, en leur donnant de l'épaisseur, en faisant un peu des dialogues, en donnant il y a des histoires d'amour, il y a des scènes d'amour, puis il y a des scènes de mort, puis tal. Enfin, pour être tout à fait honnête, j'ai abattu énormément de lectures avec beaucoup de documentation. Et lorsque je pressais comme ça l'orange de toutes les lectures pour en tirer le sucre, je me retrouvais avec des pages qui étaient très denses, parfois très lourdes et pleines de beaucoup d'informations. Tu te mets à défricher, tu te mets à travailler. Je veux rendre hommage aussi à mon éditrice qui est ici, qui est une femme extraordinaire, Émilie Colombani, et qui également, ensemble, on a fait un travail de défrichage dans les endroits où elle considérait qu'il y avait des tunnels comme ça, qu'il y avait des passages un peu longs qui n'accéléraient pas, ne donnaient pas assez bien la vitesse du texte, et que peut-être on était tout simplement comme ça en train de papillonner avec une idée. Et puis à force de resserrer, tu te rends compte que finalement, tu peux dire les choses plus simplement. Et que paradoxalement, plus tu donnes d'informations et plus tu confonds le lecteur. Alors que de temps en temps, en donnant un petit coup de pinceau, comme un coup d'épée dans l'eau, il reste cependant une trace, tu vois. Et donc, en effet, ça c'était le travail. Alors, encore une fois, j'insiste sur le truc de la Villa Médicis, parce que le livre a été écrit, bien sûr, à la Villa Médicis, mais ensuite, après avoir fini d'écrire le livre, qui faisait le double, eh bien, il me restait plusieurs mois encore à la Villa, dans cet endroit sublime de silence, de solitude et d'isolement. Et je me suis permis le luxe, parce que c'est un luxe, de se mettre du coup à retravailler le texte et à enlever le plus possible. Moi, je peux te montrer dans l'ordinateur l'endroit où il y a héritage, entre parenthèses, notes, qui sont donc les notes des choses que j'avais jetées, si tu veux, tout le gras, et il y a aussi long que celui-là. Non, il y a un deuxième roman qui est fait de notes. C'est ça. Et bueno, pourquoi pas, non, ça fait partie du jeu, etc. Et ce sont des choses qui, je suis content aujourd'hui de les avoir enlevées. Je remercie bien sûr Émilie d'avoir eu l'intelligence de dire, mais là, tu vois, voilà, là on enlève là, ça on place ça là, et pas. Là, tu as ton personnage. Mais je pense que quand même, c'est le travail d'écriture, ça. Parce que moi, j'ai la même chose. Je pense que dans un travail d'écriture, il y a toujours un premier jet. On va dans tout et on avait besoin dans tout. Et après, on s'aperçoit. Alors, dans la BD, on a ça aussi avec les bulles, dans les dialogues, parce que c'est tout petit et on doit faire des dialogues. Exactement. Et des fois, moi, je donne des pages assez chargées à Alain. Et après, comme lui, il installe d'abord les dialogues et tout ça, je regarde et je me dis, mais non, mais en fait, écoute, on va enlever ça. Et en fait, on peut enlever beaucoup, effectivement. Et c'est l'essentiel qui reste. Et, parce que c'est des... comment on appelle ça, des contraintes en fait d'écriture, de la concision. Et la BD impose cette contrainte aussi. Mais oui, c'est vrai. Mais je pense que c'est un travail d'écriture. C'est ça qui est intéressant en fait dans l'écriture. Tu as tout à fait c'est raison. De jeter. Mais il y en a un écrivain qui dit je me sers plus de la gomme, du ciseau que de la plume. Que de la plume, c'est ça. Oui. Voilà, je pense que c'est ça. Ou le mot de Barthes, lit et rature. Voilà, c'est ça. Mais il y a vraiment. Ouais. Alors en effet. Et je ne sais pas si je continue ou moi tu connais mon cœur. Hein, il marche tout seul, hein, vous savez, vous appuyez sur le bouton. Voilà, il n'y a pas de souci. Hein, voilà. Et puis si on me demande de m'arrêter, moi je me vexe pas du tout. Hein, vraiment, je continuerai de toute façon au dîner. Donc. Non, mais en effet, rapidement, puisque tu insistes, sinon bien entendu je me serais arrêté ici aussitôt. Et le travail de défrichage qui a été le plus compliqué a été sans doute pour la dernière partie, donc, qui est la partie de la torture. Donc, en effet, mon père a été arrêté. C'est la partie la plus intime, évidemment, peut-être la plus complexe à écrire. Exactement, bravo. La plus intime et la plus complexe à écrire. En effet, Désiré, tu as parlé tout à l'heure de cette histoire d'arrestation. Oui. Alors, je n'ai pas envie d'ennuyer l'Assemblée, donc je ne vais pas me lancer dans une longue histoire sur l'arrestation, qui a été complètement folle, comme ça, et à la fois belle et horrible. Ensuite, il est arrêté. Envoyé donc dans ce centre de torture à Villa Grimaldi. Peut-être si certains sont allés au Chili, aujourd'hui on peut visiter Villa Grimaldi. Enfin, il y a des ex-torturés qui font le tour. Ils ont fait un bel endroit.
Ils en ont fait un très bel endroit de voilà, mémoire, ouais, je trouve. très bien, avec un petit hommage comme ça, avec des hôtels, avec des un petit fleurs musée. partout, le nom de tous les morts et tout ça. Exactement, avec le nom de tous les morts. Et ils ont gardé en plus la structure en bois de la tour au loin. Ils l'ont refaite en fait. Et ils l'ont refaite. Et tu vois encore les cellules, non, enfin, c'est une sorte de cabanon comme ça de cellules. Ouais. Quoi qu'il en soit, ensuite il est envoyé dans une prison commune dans laquelle il te dit que c'est le paradis à côté du centre de torture, donc vraiment le paradis. Et ensuite donc l'exil. Lorsqu'il arrive dans cet exil en France, il s'installe dans une petite mansarde, c'était pas exactement en France, c'était à Barcelone, mais il se met à écrire le récit de cette torture. Aujourd'hui, si peut-être vous avez rencontré El Padre et il en parle très ouvertement, s'il était ici à cette table, j'aurais beaucoup aimé vous le présenter et qu'il soit ici avec nous. El Padre parle très ouvertement de tout ce qui s'est passé à la torture, peut-être parce que d'une façon un peu cathartique, en écrivant le livre, ça lui a permis en effet de se libérer, non ? Et de passer sa noirceur dans la noirceur des personnages. Et moi, toute mon enfance, El Padre m'a donné des détails hideux et humiliants de tout son passage à Villa Grimaldi. Oui, moi je crois que c'est une façon de... Nous, on a voulu à un moment, on a voulu à la fin du roman graphique, parce qu'on avait la première chose qu'on a trouvée, c'est ce qu'avait écrit l'Amnesty International, qui a recensé toutes les tortures, sur des enfants jusqu'aux adultes et tout ça. Mais on s'évanouit au bout de 5 ou 6 lignes, c'est quelque chose d'absolument... Mais je pense, nous, c'était un peu ça le problème qu'on a eu, c'est que quand on voulait raconter l'unité populaire et qu'on rencontrait des gens, la première chose qu'ils nous racontaient, c'était leur torture. Et on avait toujours le récit des tortures avant le reste, et je pense que c'est effectivement un exutoire, que c'est super important. Mais il y a des gens qui l'ont tué quand même à leurs enfants. Alors, figure-toi que, et moi j'ai les 2 exemples, parce que mon père a été arrêté avec son frère, avec Paul Bonnefoy, Pablo, mais lui il a changé son nom depuis, il s'appelle Paul. Voilà. Avec Paul Bonnefoy, ils ont été arrêtés tous les 2 Bonnefoy. Et même lorsqu'ils ont su dans le centre de torture qu'ils étaient frères, ils les faisaient se battre ensemble, tu sais, dans un cercle de geôliers. Il leur disait, si tu ne tapes pas aussi fort sur ton frère, nous on te tape plus fort ensuite. C'est quand même dingue, non, de se dire que la cruauté va jusque-là. Ouais. Quoi qu'il en soit, en effet, aujourd'hui, Paul Bonnefoy ne dit pas un mot sur la dictature. Alors peut-être qu'il a vécu des choses plus humiliantes que d'autres, tu vois. Et El Padre, au contraire, il en parle ouvertement. Non seulement il en parle ouvertement, du coup, il a écrit ce livre, qui s'appelle Relato nel Frente Chileno, récit sur le front chilien. Il utilise un pseudonyme pour être sûr qu'on ne va pas aller chercher des Bonnefoy au Chili pour l'étal, etc. Et il utilise le pseudonyme de Hilario Da. Le pseudonyme dans lequel il est publié dans une petite maison d'édition Barcelone, catalane, et il n'y a qu'une seule photo de cette époque que j'ai ici sur le portable, du coup je vous donnerai mon numéro pour qu'on puisse envoyer la photo, et dans lequel, en effet, c'est dans une revue érotique et pornographique de l'Espagne. La dernière page, il y avait des pages culturelles, donc dans lesquelles on te dit les sorties des cinémas, au cas où, ou les sorties des livres, et là apparaît en effet mon père avec une cagoule et le livre comme ça. C'est fou, non ? C'est la seule photo comme ça. Et je pense que la partie la plus difficile, en effet, pour écrire le livre, de défrichage, pour revenir à cette idée de condensation, de densité du texte, a été de reprendre Relato nel Frente Chileno, qui sont 300 pages dans lesquelles on donne avec des détails vraiment, mais avec les numéros et la quantité de minutes des tortures et tout ça, réduire ces 300 pages à 2 chapitres. Et pour vraiment donner l'idée du personnage de Hilario Da. Mais c'est intéressant cette histoire de torture, parce que nous, par exemple, par rapport à la bande dessinée, on s'est interdit dès le départ, parce que la bande dessinée, c'est des images. Et qu'en fait, on s'est dit, les gens qui ont vécu la torture, ils n'ont pas vécu des images, ils avaient un masque. Et donc, du coup, tout ce qu'ils avaient, c'était des sensibilités. On ne savait pas où on allait frapper, on ne savait pas ce qu'on allait leur faire, on ne savait pas, c'était absolument horrible. Et avec Alain, on s'est dit, ce qu'on doit faire passer, c'est la monstruosité de tout ça, mais sans montrer des images. Parce qu'on peut le faire en littérature, mais en BD, tout de suite, on fait quelque chose d'absolument horrible, quoi. Mais, En tout cas, Miguel, d'un épisode si douloureux, familial, si douloureux soit-il, on peut le transcender. C'est vraiment la grande force de la littérature et de la belle littérature. Voilà, Héritage, c'est non seulement l'apéro, mais c'est l'entrée, le plat, le dessert, le café, le digestif, tout ça en seulement 200 pages, et c'est un régal. Voilà. Il nous reste 4 minutes chrono pour des questions. Alors, 4 minutes, c'est le temps d'une petite réponse de Miguel Bonnefoy, comme vous l'avez compris. Voilà. Voilà, c'est ça. Y a-t-il 1-2 questions dans le public ? Sûr et certain ? Voilà, bon, en tout cas, vous pourrez poser des questions aux auteurs qui vont dédicacer leur livre juste au-dessus. N'oubliez pas, comme on vous l'a dit tout à l'heure, la sortie juste au-dessus et pas par l'entrée principale. Et donc, voilà, vous avez rendez-vous
voilà, dans quelques instants, avec Désiré Alafrappier, qui signeront donc Le Temps des Humbles, Chili 1970-1973, chez Steinkiss. Avec ce bandeau, j'allais dire hommage à Luis Sepúlveda qui nous a mais ça, je pense quitté que il y a si on a 4 minutes, quelques je peux en semaines. parler quand même parce que on a eu la grande chance d'avoir Luis Sepúlveda qui était quand même un des premiers auteurs chiliens que j'ai lu et qui a en fait on avait un ami qui est le directeur du monde diplomatique chilien et quand il a lu Le Temps des Humbles, il m'a dit c'est tellement bien, il faut que je l'envoie à Luis. C'était son copain, il m'a dit je lui envoie, je veux absolument. Il lui avait déjà demandé de faire la préface de la version italienne du premier tome et là il a dit je voudrais que tu leur écrives un bandeau et en fait, je pense que Luis Sepúlveda a été contaminé même pas une semaine après avoir écrit ce bandeau. En fait, c'est le dernier texte, enfin, chose. Et après, il m'a dit ça, Victor. Il m'a dit, je pense que c'est le dernier texte qu'il a écrit parce qu'après, il partait au festival de Portugal et c'est là qu'il a été contaminé. Et nous, c'est quelque chose qui a été terrible parce que, en fait, tout au long qu'on a écrit ce livre, on avait l'impression qu'on était rattrapé par la réalité. Au début, quand on commence et qu'on écrit Là où se termine la Terre, Pedro, il nous dit, mais le Chili, maintenant, ils s'en foutent, ils sont que avec les écrans plats, que à consommer. Ils n'ont plus aucun esprit de révolte et on écrit Le Temps des Humbles et tout d'un coup il y a 2 millions de personnes qui manifestent dans les rues de Santiago qui sont aujourd'hui en prison et souvent en train de crever de faim parce que le Covid n'a pas du tout aidé leur révolte mais et on était rattrapés tout le temps et Sepúlveda ça a été vraiment une des choses qui nous a rattrapés ça a été terrible pour le Chili la perte de Sepúlveda parce que c'était une voix qui pouvait raconter aux gens ce qui se passait aujourd'hui. Tout le monde est à l'écoute, Sepúlveda. Et tout d'un coup, le Chili a perdu une voix qui transmettait en Europe, parce qu'il était adoré en Italie, en France, en Espagne, et qui transmettait le drame que vivent les Chiliens aujourd'hui. Et cette voix s'est tue. Et voilà, c'était un gros chagrin. Voilà. Merci de lui avoir rendu hommage. Voilà. Et voilà, vous allez pouvoir dédicacer cet ouvrage avec cette bande signée Sepúlveda, qui est une forme aussi d'héritage d'une certaine manière. Et Héritage, c'est le titre du roman de Miguel Bonnefoy, donc édition Rivage. Et voilà, il va lui aussi dédicacer ce roman. Voilà, passez une très bonne fin de soirée. À très vite. À bientôt. Bravo, Baptiste. Extraordinaire.